Ok, ok. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une conférence. Juste avant de commencer, on va vous mettre un petit sondage qui est très rapide à répondre. Et ensuite, on va vous mettre une petite vidéo de présentation. Et on se retrouve juste après la vidéo de présentation, le temps que tout le monde arrive et que tout se mette en place. Donc, j'espère que la vidéo s'est bien passée. On va vous faire un petit résumé de la vidéo rapidement. Je pense que chez certains, elle a dû bugger, donc on va vous expliquer donc, tout au long de notre présentation en détail la vidéo et on pourra vous mettre en lien donc, les réseaux sociaux et les réseaux sociaux en ligne donc, sur les messages. Donc là, je vais passer la caméra à mon collègue pour vous présenter un petit peu plus la conférence. Alors, maintenant qu'on est sûr que tout le monde est bien présent, juste petite précision, on enregistre cette conférence parce qu'on va aussi la diffuser sur YouTube pour que ça touche un maximum de personnes. Donc, bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Et donc, on va débuter cette conférence. Pour commencer, je vais vous présenter l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, il y a Mathieu Salacha, il y a Clara, Nathanaël, Bilal, Romain, et il y a en régie Mourad, Léa, et il y aura Nathanaël qui va aussi animer cette conférence avec moi-même. Alors, pour commencer, on va parler du déroulement de la conférence. On va parler dans un premier temps. Dans un premier temps, la conférence va se débuter, on va parler de notre formation, on va parler de notre licence dans laquelle on est actuellement, on va vous expliquer les opportunités, les débouchés, les métiers dans lesquels on peut accéder, le master MCI, comment y candidater, comment y accéder, vous allez tout savoir sur la licence MACI et le master MCI. Ensuite, dans une deuxième partie, donc, on aura 3 intervenants, ils vont parler de leur parcours, de leur histoire et de leur relation avec la fille. Et enfin, pour terminer, il y aura la partie où vous posez vos questions et on sera un plaisir d'y répondre. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné Lisa. Juste, il faut...
J'ai eu un retour comme quoi ça buguait. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. Demande de quand ça a bugué, on va reprendre le petit qu'on va reprendre. À partir de où ça a bugué? On va reprendre une petite explication du sommaire. C'est encore connecté ou pas? Est-ce que là, tout va bien? Tout va bien, on peut reprendre. Là, oui, c'est bon. D'accord, ok. Donc, je vais reprendre du début, parce que je ne sais pas à quel moment ça a bugué. Donc, première partie, on va parler de notre formation, de la licence dans laquelle on est actuellement. Vous allez tout savoir, comment y candidater, comment y accéder, les métiers, les opportunités, les débouchés. Vous allez tout savoir sur la licence et le master MCI. Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir la partie la plus attendue qui est nos intervenants. On a 3 intervenants qui vont intervenir après. Ils vont parler de leur histoire, de leur parcours, de leur relation avec l'ISAFI. Et enfin, pour terminer, on aura une FAQ où vous pourrez poser toutes vos questions. OK. Donc, ensuite, j'ai mentionné l'ISAFI, mais qu'est-ce que l'ISAFI? C'est l'Institut supérieur des affaires et des finances internationales. Pour faire simple, elle a pour objectif de former des managers à vocation internationale, que ce soit dans le domaine du management, du commerce ou encore des banques. Et ensuite, on va voir pour les points par qui, pour qui et les profils types. On ne va pas développer ça maintenant, ça va être mon camarade qui va tout bien vous expliquer par la suite. Donc, je vais lui laisser la parole et voilà. Je t'en prie, Mathieu. Je vais vous faire donc une présentation assez rapide donc, de mon parcours à la faculté durant la licence. Donc, je suis arrivé en licence 1, économie-gestion donc, sur Marseille. On a eu un choix à faire en première année donc, entre AES, donc administration économique et sociale, et EG, donc économie-gestion. Je me suis plus, on va dire, dirigé vers économie-gestion qui m'intéressait le plus. En deuxième année, on a eu encore une fois une séparation, donc qui est cette fois-ci donc économie-gestion et gestion, où à ce moment-là, j'ai choisi donc l'économie-gestion. Et enfin, donc pour la troisième année, j'ai choisi donc MACI, donc management des affaires et du commerce international. Donc pour avoir accès donc à cette licence donc L3 MACI, donc on peut y aller donc via donc la faculté, comme je vous ai présenté mon parcours. Mais il y a également donc d'autres parcours qui sont disponibles, comme des BTS, des DUT, donc commercial. Donc ensuite, je vais vous faire une petite présentation donc des matières, donc en termes durant la L3 MACI, qui va s'afficher sur l'écran. Donc les matières donc en L3 MACI sont assez diversifiées, on va dire. On a une matière en finance, une matière en théorie du commerce international et de nombreuses matières, on va dire, sont tournées vers l'international, vers la gestion, vers le marketing. On a également donc des matières qui sont essentiellement en anglais, comme intercultural management ou théorie du commerce international. Donc, il faut avoir un certain niveau d'anglais pour avoir accès à cette licence. Mais également, donc, cette L3 MACI nous a apporté beaucoup de choses et nous a fait, on va dire, grandir, car on a eu, durant cette année, pas mal de projets à réaliser, avec notamment dans les matières stratégie logistique ou système d'information, ou encore donc, management de projet, qui nous a permis donc, de vous présenter donc, aujourd'hui cette conférence à vous tous. Ce qui est important avec cette licence, donc L3 MACI, c'est qu'on peut effectuer donc, en fin d'année un stage de 6 à 8 semaines, donc, qui peut se dérouler en France ou à l'étranger, comme vous le souhaitez. Et malheureusement, cette année, on n'a pas pu effectuer les stages hors Europe à cause, vous savez bien, donc, du Covid. On peut également donc, effectuer cette licence donc, L3 MACI à l'étranger par le biais d'Erasmus. Donc, si vous voulez, vous pouvez partir donc, dans des pays comme l'Espagne, l'Angleterre, donc en Europe avec Erasmus. Donc, cette validation donc, de cette année va nous permettre d'acquérir donc, certaines compétences et va nous permettre donc, d'entrer dans le master, donc le master MACI, donc MCI, excusez-moi, management du commerce international. Mais il y a d'autres masters qui sont disponibles donc, avec cette licence, notamment le master donc, management de l'innovation, qui est un master qui est tourné vers le marketing. Et on a un autre master aussi qui est économie de l'entreprise et des marchés,
qui gère donc la gestion d'entreprise et la gestion des marchés donc, des entreprises à l'international. Je vais ensuite donc passer la main à mon camarade qui va vous présenter donc, le master MCI. Ok. Comme vous l'a dit mon camarade Mathieu, il y a de nombreux masters qui sont disponibles avec la licence MACI. Il y a même des masters à l'étranger, mais aujourd'hui, on va vous parler en détail et plus principalement du master qui nous intéresse, c'est le master MCI. Comme on l'a dit au début, mais je vais mettre un point dessus parce que c'est important, ça a pour but de former des managers aux activités à l'international. Dans une entreprise, ça va être le domaine du commerce international, du management du service d'accueil, du financement bancaire d'entreprises internationales. Il y a des points qui sont importants dans ce master. Il y a un point important sur l'insertion professionnelle. Le but, c'est de permettre aux étudiants qui ressortent de ce master d'avoir des capacités et de pouvoir rentrer facilement dans le monde professionnel. On veut construire des managers polyvalents. Il y a aussi une pédagogie spécifique, ça veut dire qu'une partie des enseignements est assurée par des professionnels. Donc, ils travaillent dans les domaines et ils viennent aussi vous faire des cours. Donc, ça permet de gagner beaucoup d'expérience et d'avoir un savoir-faire qui se transmet. Il y a aussi des stages qui peuvent être réalisés en France ou à l'étranger. Et ça, c'est vraiment important dans le master MCI. Comment y accéder? Donc, posséder une licence A3. Surtout, les licences prioritaires vont être économie-gestion. Ça bug beaucoup? Est-ce que ça bug beaucoup pour tout le monde ou pas de votre côté? Non, ça se passe bien. Ça doit être la connexion de la personne. Ok. Bon, écoutez, on va continuer parce qu'apparemment, ça va pour la plupart d'entre vous. Mais en tout cas, merci d'être aussi réactif sur les commentaires. Comme ça, on a un retour et c'est super. Donc, on va reprendre de là où on en était. Comment y accéder? Donc, posséder une licence 3. Les licences prioritaires, vont être économie-gestion, gestion AES et sciences politiques. Donc, c'est ces licences-là qui vont vous permettre d'y rentrer plus facilement. Si vous avez une autre licence, vous pouvez postuler, mais ça va être plus compliqué d'y rentrer. Posséder une attestation de niveau d'anglais TOEIC ou TOEFL, ça va être important, sauf si vous venez de la faculté d'économie-gestion, vous avez fait votre A3 là-bas, vous n'en avez pas besoin. Et vous pouvez rentrer au master au niveau M1 ou au niveau M2. Donc, il faut savoir qu'au niveau M1, le master 1, c'est un tronc commun. Il y a 6 UE communes et 4 optionnelles. Il y a beaucoup de matières et c'est pluridisciplinaire. On va trouver de la finance, du management, du marketing, de la supply chain et de nombreuses matières. Donc, c'est quelque chose de pluridisciplinaire, toujours avec la notion de créer des capacités, d'acquérir des capacités même, et du niveau international avec des matières en anglais. C'est en M2 qu'il va y avoir des spécialités. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la M1 vous permet de voir ce qui vous intéresse le plus et en M2 de vous spécialiser. Donc, au niveau du M2, il y a 3 spécialités qui sont possibles, comme vous pouvez le voir à l'écran. Management du commerce international, ça va être plus de la vente, chercher des nouveaux clients, la politique du commerce international à l'export dans une entreprise. Management international des services d'accueil, ça va plus être de la ressource humaine, le management des hôtels, des restaurants, le développement et l'optimisation des produits d'accueil à l'international dans le domaine du tourisme. La promotion internationale est toujours dans le tourisme, ça peut être aussi des études de marché ou du marketing. Et pour finir, la dernière spécialité, ça va être banque et affaires internationales. Celui-là, ça va être plus dans la banque, du coup, comme c'est écrit dans le texte, avec élaborer un business plan à l'international, élaborer une approche financière à l'international dans des entreprises. Et il y a aussi un côté manager. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur ça. Pourquoi? Parce que c'est des informations que vous pouvez aussi trouver assez facilement sur le site de la faculté d'économie-gestion et qui sont bien expliquées. Mais je vais juste te dire que le Master 1, vous pouvez le faire à Marseille et à Aix. Le Master 2, Banque et Affaires internationales, se trouve à Marseille et les 2 autres se font exclusivement sur Aix. Donc, il y a quelque chose d'important aussi. C'est si vous êtes en L3, pour vous inscrire, c'est maintenant. On a jusqu'au 29 avril et c'est sur e-candidat. Si vous avez des questions sur e-candidat, c'est pas, vous pouvez les poser. On essaiera d'y répondre et de vous aider avec e-candidat. Mais c'est maintenant jusqu'au 29. Donc, il faut se dépêcher un peu. Je vais laisser mon collègue Mathieu reprendre la main et il va vous parler de dernières informations qui sont importantes sur les masters.
Donc, juste en termes d'inscription pour les masters, donc il y a différents types d'inscription. Donc, nous avons donc l'inscription initiale, donc qui est pour les étudiants comme nous, les L3, etc., qui ont accès directement au master. Mais nous avons également donc une formation continue qui est aussi accessible pour les personnes qui sont déjà donc sur le marché, qui ont déjà un emploi et qui veulent effectuer un master. Et nous avons également donc une inscription qui peut être faite donc, par une alternance avec une entreprise qui est partagée avec la faculté. Donc, en Master 2, donc, il y a un stage obligatoire donc, de fin d'année de 3 à 6 mois. Ce stage obligatoire donc, va vous permettre d'avoir déjà un pied dans l'entreprise et un pied dans le monde du travail. Et ce master, donc, ce stage, il peut être effectué en France, mais aussi à l'étranger. Le master peut aussi se dérouler à l'étranger, donc il y a différents pays qui sont, on va dire, recherchés. Donc on a la Chine, on a le Japon et on a également l'Australie qui sont assez recherchés comme stage de fin d'année. Donc durant ce master, vous allez acquérir de nombreuses compétences qui vont vous permettre donc de rentrer sur le marché, notamment donc dans le domaine de la banque, dans le domaine du marketing et de la finance. Vous allez apprendre à gérer les activités d'une entreprise. Et donc, ce master va vous permettre de rentrer donc, dans une entreprise ou sur le marché en tant que statut de cadre. Donc, c'est très, très important. Et on a donc une image qu'on va vous présenter donc, pour vous montrer un peu le taux d'employabilité excusez-moi, après l'obtention du master. Il va être diffusé à l'écran. Ça arrive, attendez un petit peu. Mais je vais également donc, vous parler aussi des débouchés. Donc, de nombreuses débouchés arrivent donc, pour ce master. Donc, notamment, on a du responsable de communication à l'international. On peut être chef de projet en marketing, directeur financier. Mais, je ne vais pas en dire plus car les intervenants vont un peu vous présenter leur parcours. Je vais passer la main à mon camarade qui va vous présenter les différents intervenants qui vont passer les uns après les autres pour expliquer un peu leur parcours. Donc voilà, là c'est en image donc le taux d'employabilité donc pour la mention BAI, Banque et Affaires internationales, donc qui se déroule à Marseille. Donc là vous pouvez le voir donc sur l'écran et c'est semblable à tous les sections que vous avez en master 2. Et donc, statut de cadre, vous voyez bien, c'est 80% qui est affiché donc, avec la mention BAI après l'obtention du master. Donc là, je vais vous repasser donc, à mon camarade qui va vous présenter, donc, comme je vous ai dit, les différents intervenants. Attendez un petit peu, ça va arriver. Oui, désolé pour ce petit problème. Est-ce que déjà, pour vous, tout va bien pour le moment? Est-ce que vous avez des questions dans le chat ou pas? Ou est-ce qu'on peut tranquillement passer aux intervenants? Nickel, ça va, nickel. Ok, merci pour tous ces retours. Donc, notre premier intervenant qui nous fait l'honneur d'être là, c'est Madame Virginie Charrière, qui est directeur financière. Donc, je vous laisse directrice financière. Je vais lui laisser la parole. Et donc, je vais juste vous demander d'attendre à la fin de son intervention pour lui poser des questions, histoire de ne pas la couper pendant qu'elle parle. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu quelques problèmes de réseau hier, donc j'aurais aimé confirmer. Voilà, tout est parfait. Donc j'espère que vous allez tous bien et je remercie beaucoup Léa de m'avoir contacté sur LinkedIn pour me donner l'opportunité de tous vous rencontrer aujourd'hui. Donc mon nom est Virginie Charrier. Comme cela vous a été expliqué, je suis directeur financier pour une société qui s'appelle Technip FMC et je travaille sur le secteur des produits sous-marins pour la région Asie-Pacifique. Technip FMC est une société qui travaille dans le domaine énergétique. C'est une société américaine. Donc j'ai eu pour mon parcours, excusez-moi parce que j'ai tellement l'habitude de communiquer plus en anglais qu'en français à l'heure actuelle que j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Donc je suis basée à l'heure actuelle à Kuala Lumpur.
Et en ce qui concerne mon parcours à l'école, donc j'ai commencé d'abord par un DUG à l'université de Nantes avec une spécialisation économie et gestion. Et grâce à cette spécialisation, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais me diriger plutôt vers le contrôle de gestion, mais je voulais faire du contrôle de gestion dans le domaine international. Et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé à l'ISAFI et j'ai rejoint l'ISAFI au niveau Bac plus 3. Et ensuite, à l'époque, on n'avait pas encore les masters qui étaient faits au sein de l'ISAFI. Donc, j'ai fait ce qui est l'équivalent de la licence maintenant et qui s'appelait avant un diplôme ingénieur-maître. En sortie d'ISAFI, j'ai fait, comme vous l'a été expliqué, un stage de fin d'études qui s'est déroulé dans une entreprise qui s'appelle Microtechnique, qui est basée sur Monaco, qui était spécialisée dans l'amélioration de leur supply chain. Et à la sortie de mon diplôme, ils m'ont proposé un poste dans cette entreprise. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir à chercher un emploi en sortant de mes études. Et à ce moment-là, j'ai décidé en fait de ne pas faire un master et donc de commencer à travailler. Suite à ça, le seul point, on va dire, qui m'embêtait par rapport à cette entreprise, c'était une entreprise qui était dans le domaine de l'injection plastique en tant que sous-traitant de l'industrie automobile, mais qui n'avait pas vraiment une vocation internationale, alors que justement, la raison pour laquelle j'avais rejoint l'ISAFI était justement de pouvoir me diriger vers une carrière internationale. Donc, suite à ça, je pense qu'on est tous dans ce même cas. J'avais bien sûr besoin de travailler pour pouvoir financer mes études. Donc, j'ai, on va dire, progressivement passé à différentes entreprises. Je pense que j'en ai fait 2 dans la succession avant de commencer à travailler pour une autre société qui est basée à Monaco et qui s'appelle Single Boy Mooring, qui est spécialisée dans l'oil and gas et donc qui est spécialisée dans l'oil and gas et qui était vraiment dirigée à l'international. Donc j'ai commencé en tant que contrôleur de gestion internationale sur leur projet qui était au Vietnam, et ensuite j'ai progressivement bougé sur leur projet brésilien, Angola, et j'ai eu l'opportunité d'avoir une expérience en expatriation pour eux en Angola pendant 1 an, et aussi de voyager très régulièrement au Brésil sur les projets qu'on avait dans ce pays. J'ai passé 10 ans dans cette entreprise, à évoluer dans différents postes. Et ensuite, j'ai suivi mon mari qui avait trouvé un nouveau poste en Écosse. Et donc là, ça a été vraiment la première fois où je me suis retrouvée sans emploi, et ce qui est toujours, on va dire, un peu un challenge pour toute personne. Et donc, j'ai réussi à retrouver de l'emploi à Aberdeen au bout de 3 mois, où là, je me suis dirigée plus vers plus sur un métier de contrôleur financier. Et je suis dans cette entreprise. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Technip à l'époque, qui ensuite a eu une merger avec une autre entreprise qui s'appelle Technip FMC. Et dans cette entreprise, j'ai donc passé 5 ans en Écosse. J'ai commencé en tant que contrôleur financier. Ensuite, j'ai monté leur service de contrôle de gestion au niveau pour leur activité au UK. Ensuite, j'ai couvert leur zone North Sea America. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de bouger en Asie-Pacifique pour m'occuper de faire le même métier, mais en fait pour couvrir cette zone-là. Donc, j'ai ensuite été responsable pour leur secteur subsea, onshore, offshore pour 4 ans au niveau du contrôle de gestion, et j'ai bougé sur leur poste de directeur financier il y a à peu près 1 an. Donc, je vais regarder un peu les notes qui m'avaient été envoyées par Léa pour vérifier si j'ai bien couvert tous les sujets. Donc, en ce qui concerne les langues que j'ai utilisées dans mon métier, donc j'avais continué à la sein de l'ISAFI de ma formation au niveau de l'anglais et de l'espagnol,
Celle que j'ai utilisée principalement dans mon métier, c'était l'anglais. Toutes les communications que j'ai eues dans mes entreprises, aussi bien dans l'enceinte de SBM que Technip FMC, où j'ai maintenant passé 10 ans, sont en anglais. Et j'ai aussi eu le plaisir de pouvoir apprendre le portugais quand je travaillais pour Single Boy Mooring, parce que j'ai passé énormément de temps, soit au Brésil, soit en Angola. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous encourage à faire, qui est vraiment très bien pour le développement personnel, si vous avez l'occasion de le faire dans le sein de votre entreprise. Et est-ce que le parcours de l'ISAFI correspondait à mes attentes? Oui, je pense que ce qui a été souligné par les intervenants précédents, ce qui est pour moi très important par rapport au parcours, c'est tous les travaux de groupe qu'on doit faire de façon constante. On était toujours obligé à mélanger les différents groupes. On n'était pas forcément dans notre zone de confort. On n'était pas forcément avec les gens qu'on côtoyait de façon privée. Mais donc, du coup, ça nous permettait vraiment d'être mis, on va dire, en situation par rapport à la réalité du monde du travail. Et je pense que aussi au niveau du nombre de rapports qu'on devait fournir, c'était quand même assez intense. Et donc, ça reflétait quand même assez bien la vie du monde de travail. Et pour être honnête avec vous, je me souviens de la première fois où j'ai commencé à travailler et où je me retrouvais le soir, le week-end. Je me disais, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Non seulement je gagne de l'argent et en plus, j'ai pu à travailler pendant le week-end. Donc, j'espère que vous aurez bientôt l'opportunité d'avoir cette expérience aussi. Et ça vaut le coup de travailler dur pendant les études et ensuite d'être récompensé. Donc, est-ce que je recommanderais ce parcours aux futurs élèves? Oui, définitivement. Je pense que ça vous donne vraiment une ouverture à l'international. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr, je veux dire, quand on finit de travailler, quand on finit l'école, bien sûr, on va être indépendant, on veut trouver du travail et parfois on doit faire des concessions et ça, c'est complètement normal. Il faut mettre un pied dans l'entreprise et c'est toujours plus facile de trouver un autre emploi une fois qu'on a déjà un emploi. Donc moi, j'ai par exemple, dans mes premiers emplois, j'ai fait des remplacements maternité qui n'étaient pas forcément des longues expériences, mais qui permettent vraiment de se donner de mettre un pied dans l'entreprise et de se donner une opportunité d'être connu et aussi de montrer qu'on est volontaire par rapport aux autres demandes d'emploi qui sont faites plus tard. Et, et donc, je pense qu'il est important quand vous commencez à travailler de faire quand même attention. Donc, c'est important de travailler, mais d'un autre côté, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue ce que vous voulez vraiment faire comme métier plus tard. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la raison pour laquelle j'étais allée à l'ISAFI, c'était pour pouvoir travailler dans un domaine international. Si c'est vraiment ce qui vous intéresse, bien sûr, on doit travailler, mais essayer de diriger au fur et à mesure vos interviews et par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire et ne perdez pas le fil. Parce que sinon, je veux dire, au début de carrière, je pense qu'on peut se rediriger assez facilement parce que ce que les employeurs cherchent, c'est du dynamisme, c'est de l'adaptabilité. Mais par contre, quand on a commencé à faire 2-3 ans dans un certain domaine, on est quand même assez catalogué. Donc après, on perd ce côté dynamique, adaptabilité, l'image que les gens recherchent de nous. Donc je pense que c'est assez important de savoir ce que vous voulez et d'essayer de diriger votre recherche d'emploi par rapport à ce que vous voulez vraiment. Bien sûr, on a tous besoin de payer nos factures en fin de mois, donc on doit faire des concessions. Est-ce que j'ai réalisé une partie de mes études à l'étranger? Non. Je n'ai pas réalisé une partie de mes études à l'étranger, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai fait au travers de ma carrière professionnelle. Donc, j'ai passé 5 ans en Malaisie, 5 ans en Grande-Bretagne, 1 an en Angola et j'ai fait beaucoup de voyages dans les différents pays avec lesquels on travaillait dans mon entreprise. Donc, j'ai eu énormément de chance de mettre à profit les connaissances qui m'avaient été données par l'ISAFI.
Voilà, j'espère que j'ai couvert les sujets attendus. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très clair ce partage avec. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Il y a une petite question dans le chat. Mhm. Je vois ça. Je vais vous la poser. Il demande, bon, vous y avez déjà un peu répondu. Comment est-ce que vous avez fait pour l'adaptation de la langue? C'est une petite question qui se pose. Vous avez dit que la plupart du temps vous parlez en anglais. Mais est-ce que vous Mhm. avez utilisé une autre technique? Non, non, non. Enfin, de toute façon, c'est la meilleure façon de parler une langue, c'est d'être immergé dans une situation. Je pense qu'on nous donnait, enfin, comme vous l'avez souligné, euh, on a quand même des cours en anglais. On est censé quand même avoir un certain niveau. En ce qui me concerne, j'avais fait un bac qui s'appelait européen, déjà avant de passer en études supérieures. Et c'est quelque chose qui était vraiment intéressant pour moi. Ça veut dire que j'avais fait quand même une grosse partie de mes études avec des cours aussi en anglais. Et mon mari est écossais. Donc pour moi, je veux dire, l'anglais de toute façon fait partie de mon quotidien. Pour le portugais, c'est quand même une langue qui est assez proche de l'espagnol. Donc le fait d'avoir étudié l'espagnol pendant 9 ans a beaucoup aidé aussi à passer au portugais. D'accord. Merci beaucoup pour ce passage. Si vous avez des dernières questions dans le chat, bah, c'est le moment. C'est pas souvent qu'on a des intervenants de cette qualité. Donc, profitez-en. Ah, il y a une petite question pour vous. Dans ce type Mhm. d'entreprise internationale, après combien d'années d'expérience peut-on espérer atteindre des postes de direction? Donc, Je pense que ça dépend de la culture d'entreprise, premièrement, et ça dépend des personnes. Je veux dire, aussi bien SBM, enfin mes deux grosses expériences, c'est SBM et Technip FMC. Euh, on est récompensé par rapport au travail fourni, d'une façon générale. J'ai jamais senti de frein, euh, ni de part, je veux dire, quel que soit mon background. Et donc, à partir du moment où on fait bien son travail, on va arriver à des positions de cadre ou de management très rapidement. Après, effectivement, on va aller manager des situations plus ou moins complexes ou un nombre dans l'équipe qui sont plus ou moins importants. Est-ce compliqué de suivre ce cursus en ayant un bac L? Très bonne question. Effectivement, c'était peut-être pas le bac qui semblait le mieux indiqué. Euh, bon, j'avais fait un bac L, mais j'avais quand même pris les options maths et toutes les options scientifiques que je pouvais rajouter parce que c'est un domaine dans lequel j'étais à l'aise. Euh, et après, je pense que j'ai choisi en fait de me diriger vers l'économie et gestion après avoir fait le choix du bac L, donc en deuxième plan. Donc, je pense que ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il faut je pense pas qu'il y ait un frein à quoi que ce soit à partir du moment où on est motivé et on se donne les moyens. Ok. Donc peut-être effectivement qu'il n'y a pas de direction qui semble les plus simples ou les mieux indiquées, mais à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, il faut juste se donner les moyens. Alors, est-ce que les AFI et le MSI ne souffrent pas d'un déficit de notoriété de réseau, etc. Sur le domaine français, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On est quand même, enfin, du côté français, on est quand même dans un cadre où, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, mais on est quand même dans une société assez élitiste. Voilà. Donc, si je prends si je prends l'entreprise Technip FMC, on vient juste de séparer le groupe en deux. Moi, je suis restée du côté de la partie américaine, mais il y a une partie qui est côté français. Et là, effectivement, on sent que les grandes écoles parisiennes, bien sûr, ont un poids sur les recrutements dans l'entreprise. Okay. Donc pour moi, pour avoir rejoint cette entreprise, je pense que c'était aussi plus facile parce que je l'ai fait à l'étranger. Après, comme je vous expliquais, pour arriver à certains postes dans une entreprise qui est assez importante, le fait d'avoir un master définitivement aide et le fait d'avoir un master qui est particulièrement reconnu un peu plus. On a toujours on a toujours l'effet de
de groupe, si les gens vont essayer de recruter des gens qui viennent de la même école qu'eux. Mais de toute manière, pour moi, j'en reviens toujours à la même chose. À partir du moment où on est volontaire, où on travaille fort et on communique bien, je pense qu'on a toutes les chances dans l'entreprise. Le seul frein qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes. Alors, on peut passer L2 informatique à L3 maths. Ça, je ne pense pas que c'est pour moi. Oui, ça c'est Ok. plus pour nous. Ça Je sera vais pour répondre vous. par la suite. Je vais Ok. répondre par la suite. Je crois qu'il y a encore une dernière question pour Une vous. dernière question. Est-ce que vous avez des projets futurs à votre poste aujourd'hui, ou poste aujourd'hui est une finalité? Waouh! Je travaille que depuis 20 ans, et même si ça peut sembler être assez long pour vous qui êtes toujours dans vos études, je suis qu'à la moitié de ma carrière. Donc effectivement, parfois on se dit mince, quel est le poste suivant? La raison pour laquelle je suis restée dans cette entreprise, qui est une entreprise américaine, c'est justement parce que c'est une entreprise qui donne sa chance aux gens qui travaillent. Et oui, il y a toujours des postes derrière. Je suis en contact à l'heure actuelle pour changer de poste et pour bouger encore à l'international vers un autre pays. Donc là, j'ai déjà fait un mouvement du contrôle de gestion sur des méga projets, qui est un métier en soi. Et maintenant, je me suis dirigée plus vers la direction financière. Après, mon prochain poste, ce sera de continuer, certainement au lieu de gérer juste une région, de gérer de gérer la partie du secteur sur lequel je travaille plutôt sur l'intégralité de l'entreprise. Ou alors de partir sur une autre région qui couvre, qui a des spécificités différentes. Du coup, merci beaucoup pour cette intervention. Je sais pas si... Là, il y a encore une question, peut-être la dernière. Okay. Sur quelle fonction vous a le plus... Alors, pardon. Quelle fonction vous a le plus apprécié durant votre carrière? Quelle fonction j'ai le plus apprécié, ou dans quelle fonction on m'a le plus apprécié? J'ai l'impression que c'est vous avez le plus apprécié. Qu'est-ce que j'ai préféré? Les deux. Ah ben voilà. Qu'est-ce que j'ai préféré faire? Ma passion reste le projet. Faire partie d'une équipe qui livre des projets d'1,5 milliard sur une durée de 3 ans, avec avec à chaque fois des complexités, des contrats, une organisation, on va dire, internationale un peu différente en fonction de où est-ce qu'on va le réaliser, est forcément très intéressant parce que ça permet de ne pas être dans la routine. Parce que chaque projet est particulier, et pour chaque projet, on réinvente, on apprend des choses différentes. Et aussi le fait d'avoir bougé de façon internationale, c'est aussi quelque chose qui m'a permis de beaucoup évoluer d'un point de vue personnel. Je pense que j'étais beaucoup plus, on va dire, bornée, on va dire, quand j'ai commencé à travailler, que ce que je suis maintenant. Je veux dire, on pense avoir certaines certitudes sur la façon dont on doit faire les choses ou approcher les choses, et quand on commence à travailler avec des cultures différentes, on se rend compte qu'en fait les moyens n'ont pas vraiment beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est les résultats et d'y arriver tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai appris de plus important au travers de ma carrière. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec mes équipes, à travailler avec d'autres équipes, avec mes partenaires opérationnels, et de leur produire autant que possible un service de qualité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Oui, merci beaucoup pour ce partage. Ça a été très enrichissant pour nous, je pense, et pour tous ceux qui nous regardent. Comme vous avez pu le voir, la filière ISAFI, MCI, ISAFI, c'était l'ancien nom qu'on donnait à MCI aussi, nous permet d'être à l'international et aussi d'avoir du challenge et être polyvalent.
comme son parcours, votre parcours le montre bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et on va, je pense, passer à un deuxième intervenant. On est gâtés aujourd'hui. Donc, c'est Monsieur Giuliani, directeur des opérations, qui va maintenant venir nous parler et partager avec nous son expérience. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Léa qui m'a sollicité également sur LinkedIn. Je suis très touché d'intervenir là. Je me rappelle quand j'étais sur les bancs de l'école et qu'il y avait des vieux monsieur qui venaient m'expliquer leur métier. Voilà, c'est moi maintenant le vieux monsieur qui va expliquer ce que je fais. Donc moi j'ai intégré l'ISAFI en 99. J'y ai passé 3 ans. À l'époque, je crois qu'on l'a intégré après un bac plus 1. Enfin, de souvenir, je crois que c'est ça. Donc, j'y suis resté 3 ans. C'était 3 années, donc j'ai un super souvenir. Si j'ai un truc vraiment positif de l'ISAFI, c'est comme le témoignage précédent, c'est toutes ces travaux en projet qu'on réalisait en équipe projet. Et il y avait déjà pas mal d'internationaux. Et donc, ça nous permettait de travailler en anglais sur tout un tas de sujets. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder pour après, mais j'y reviendrai par la suite. Pendant ces 3 ans, je suis parti 1 an en Erasmus en Suède. À l'époque, on ouvrait tout juste la filière, donc je ne sais pas si elle est encore très active aujourd'hui, mais on partait à Lund pendant 1 an, donc c'était assez chouette. Donc faire un MBA, enfin c'était un équivalent. Et après, je suis revenu à l'ISAFI faire ma dernière année. Alors, je ne sais plus, on en est le 3, le 4. En tout cas, voilà, faire la dernière année. Et ensuite, je suis parti faire un stage en Belgique, à côté de Liège, dans le monde du conseil. Et c'était assez chouette. Et ensuite, suite à ce stage, ils m'ont pris en CDD. L'important, c'est de bien choisir un bon stage, parce que derrière, effectivement, si tu peux aller gratter un petit CDD, ça permet de mettre un pied dans le monde du travail et après, ensuite, de pouvoir évoluer et avoir une première expérience. Après, je suis rentré à Marseille, une fois CDD terminé. Et là, j'ai intégré le monde du conseil. On était dans des années assez folles au niveau de ce qu'on appelait à l'époque la wow economy, le début des années Internet. Et donc, j'ai intégré le monde du conseil dans les entreprises digitales. À l'époque, on ne disait pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Et c'est un monde que je n'ai pas quitté depuis. Donc, je suis resté 2 ans dans ce qu'on appelle les entreprises de services numériques, sur des fonctions plutôt commerciales au départ. Et donc, ça a duré 2 ans, une expérience super intéressante. Et ensuite, on a voulu voyager dans le monde. Donc, je suis parti avec mon ami de l'époque, m'installer en Océanie, où j'ai intégré le groupe Manpower, qui est toujours d'ailleurs une très grosse structure, groupe américain coté. Et là, je travaillais donc depuis la Nouvelle-Calédonie et tous les clients étaient à Sydney. Et donc, je partais souvent en Australie faire des allers-retours pour rencontrer des clients. Donc, c'était assez sympa pendant 3 ans. Et donc, on est resté là-bas. Ensuite, le groupe a signé à la fin de la récré. Ils m'ont dit c'est l'heure de revenir sur Paris. Donc, je suis revenu sur Paris. On a pris un an sabbatique aussi pour profiter un peu. Donc, on s'est baladé en Asie pendant 1 an. Donc, je suis passé par Kuala Lumpur, où était l'ancien intervenant de Virginie avant. Et on est rentré après sur Paris. Donc là, je suis resté encore dans le groupe pendant 1 an au siège. Donc, Manpower Group, tout le monde connaît. Et là, j'étais dans des filières plutôt digitales sur des nouvelles offres de Workforce Solutions. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est pas passionnant, mais c'était un boulot en tout cas assez intéressant. Et donc, ça s'est terminé après parce que j'ai voulu intégrer une PME. Virginie en a parlé avant. Alors, je sais que c'est Virginie le prénom, je suis désolé. Comme ton nom de famille sur le contact n'est pas le même. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette notion de grand groupe où c'est très intéressant de rentrer. Il y a des opportunités qui sont hyper intéressantes. Mais après, il y a parfois des petits freins, des petits blocages qui font que c'est un peu compliqué si on a envie d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'ai intégré une entreprise de taille plus modeste, mais qui était déjà présente dans la French Tech, qui était très, très, très impliquée dans le monde digital France. Et donc, j'y suis resté 8 ans avec une expérience vraiment intéressante, donc en travaillant sur Paris. Au bout de 2 ans, ils m'ont renvoyé en Océanie, comme j'avais des contacts là-bas et qu'on avait signé des deals avec Sydney et en Nouvelle-Calédonie aussi. On a décidé d'ouvrir une agence là-bas, donc je suis reparti là-bas avec femme et enfant. J'ai mon premier enfant qui était né sur Paris. Donc là, je suis resté encore 3 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc on était basé en Nouvelle-Calédonie, c'était plus simple pour les papiers et puis pour les sujets administratifs. Et je circulais un petit peu dans toute la région donc pour gagner des projets. Donc toujours pareil dans les projets informatiques et d'entreprise numérique. Et donc là, j'ai travaillé encore 3 ans, donc c'est des cycles de 3 ans comme les militaires. Mon deuxième enfant est né là-bas, donc on a pas mal d'attaches là-bas, donc c'était assez chouette.
Et après, on a décidé de rentrer, toujours pareil, le groupe ou d'un monde. Les expatriations, c'est bien quand ça dure un certain temps. Après, il faut revenir au niveau de la maison mère pour se représenter. On pourra en discuter d'ailleurs sur le fait d'être expatrié. On apprend plein de choses à l'étranger. Et en même temps, tu as la maison mère en France qui se développe aussi. Et quand tu rentres, parfois, il y a des petits mismatchs et il faut recréer du lien avec son entreprise mère. Et donc, parfois, c'est un peu particulier, mais en tout cas, c'était une expérience super intelligente. Donc là, je suis rentré à Paris et ça s'est bien passé aussi sur Paris. On a fait plein de choses. J'ai évolué dans plein de métiers dans cette boîte. Ça, c'est une question qui est vraiment importante. Il faut avoir cette mobilité géographique. Je pense aujourd'hui, la région d'Aix-Marseille, moi je l'adore, je suis très content d'y être retourné. Mais c'est bien aussi d'en partir pour voir ce qui se passe ailleurs. Donc il faut cette mobilité géographique, il faut également cette mobilité fonctionnelle. Il faut savoir évoluer dans les postes. Moi j'ai commencé dans des postes plutôt commerciaux. Après j'ai évolué plutôt vers des postes de direction de projet, direction des opérations. Et en fait, on voit que les métiers évoluent tellement, les référents évoluent tellement que il faut s'adapter. Sinon, effectivement, c'est très compliqué d'essayer de faire carrière. Je prends un exemple que je cite souvent, mais aujourd'hui, la moitié des postes les plus recherchés dans le digital en France, la moitié des postes n'existaient pas il y a 5 ans. Donc, ça veut dire que si on ne s'adapte pas à ces nouveaux métiers, alors moi, je suis dans le digital, c'est un peu spécifique, mais ça irrigue tellement aujourd'hui notre économie que c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. Donc, la moitié des postes les plus recherchés en France n'existaient pas il y a 5 ans. Donc, c'est important parce que quand vous allez évoluer, donc l'étranger va vous faire gagner des années, va vous permettre de vous développer votre culture personnelle, des nouvelles façons de bosser. Donc, ça, c'est top. Mais également, à l'intérieur de ce package international, il faut aussi bouger de manière fonctionnelle, être curieux sur des postes, ne pas hésiter à se montrer volontaire, enthousiaste pour qu'on vous donne des missions et essayer d'éprouver cette mission, même si on est un peu stressé au départ parce que on apprend un nouveau job. Mais c'est hyper intéressant parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est très connecté, très internationalisé, où il y a beaucoup de porosité entre les différents jobs, si vous avez cette adaptabilité en vous, vous allez faire des carrières qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, ça c'est le petit aparté sur le job. Et ensuite, depuis 1 an et demi, j'ai rejoint un acteur qui s'appelle Alliance High-Tech. Alors, je ne pensais pas du tout atterrir là-bas. Hein. C'est un cabinet de recrutement qui m'a appelé, qui m'a proposé. Et le job, en fait, m'a énormément plu, énormément de responsabilités, un retour sur Aix-en-Provence, donc presque 15 ans après en être parti. Donc, ça m'intéressait aussi de revenir à la maison. Mais de revenir à la maison dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, sur Aix, il y a quand même tout un tas de pépites de la French Tech. Donc, il y a toute une évolution par rapport à ça qui est hyper intéressante. Et donc, j'ai intégré effectivement cette boîte-là depuis 1 an et demi, donc ça se passe bien. Donc, j'ai intégré juste avant le Covid, donc c'est toujours un peu particulier. J'étais content d'avoir fini ma période d'essai au moment où ça s'est déclaré. Mais effectivement, nous, on est en forte croissance parce qu'on développe beaucoup de solutions digitales et comme les gens sont de plus en plus chez eux, comme en ce moment, et bien effectivement, on est amené à consommer de plus en plus de solutions. Donc, ça veut dire aussi des enjeux de sécurisation de données, ça veut dire aussi des enjeux de big data, c'est-à-dire comment on traite toutes ces masses d'informations qui circulent autour de nous. Et donc, tous ces sujets-là, on les adresse via des réseaux de partenaires. Et donc, c'est super intéressant parce que on est vraiment au cœur de sujet par rapport à toutes les problématiques que vous entendez aujourd'hui. Et donc, on a l'impression d'être un peu, bien dans notre époque. Donc voilà, donc je vais bien reprendre les questions qu'avait soulevé effectivement Léa lors de l'intervention. Je les ai pas notées, évidemment. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur les différents points. Combien de temps pour attendre un poste de directeur? Ouais, alors le titre, c'est toujours pareil. Alors c'est sympa de dire qu'on est directeur. C'est pas tellement dans les postes où on a le titre le plus rigolo que on a la meilleure paye et 2 qu'on a le poste le plus sympa. En France, on aime bien les titres, mais il faut pas trop s'attacher à ça. Alors moi aussi, plus jeune, je voulais absolument un titre, etc. Et dans mon ancienne boîte, si on regardait sur mon parcours LinkedIn, en fait, j'ai gravi un peu les échelons et je suis arrivé jusqu'à directeur associé. Et en fait, quand j'y suis arrivé, c'est assez marrant parce qu'on a l'impression d'un sentiment on court après ça, qu'une fois qu'on l'a, on se dit finalement c'est que ça, quoi. Donc il ne faut pas trop s'attacher à ça. Moi, j'ai été directeur associé assez jeune dans mon ancienne boîte puisque je crois que j'étais le plus jeune de ma boîte, j'avais 37 ans. Mais encore une fois, ces parcours dans les PME permettent d'aller plus vite.
parce que vous avez effectivement des frontières qui sont un peu plus ouvertes entre les différents jobs, et vous avez la possibilité de passer d'un métier à un autre, et ce qui fait que votre ascension, si vous êtes bon, motivé, c'est toujours pareil, si vous travaillez, il y a possibilité effectivement de s'élever plus vite que dans des grands groupes où il y a des strates qui sont parfois un petit peu plus compliquées à monter. C'est pas toujours vrai non plus. Selon vous, ce parcours décide d'une spécialisation Big Data. Alors, oui, moi j'avais écrit à Elisabeth Carandré, je lui avais dit que, alors je prêche pour ma paroisse, mais aujourd'hui en France, on manque d'à peu près 100 000 informaticiens. Les informaticiens il y a 30 ans, c'est plus du tout ceux d'aujourd'hui. Moi, j'ai embauché énormément de gens qui venaient d'écoles supérieures de commerce et je les ai reskillés sur la partie chef de projet. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est le plus important dans l'informatique, c'est pas tellement le codage comme avant, c'est plutôt l'aspect paramétrage et donc compréhension métier d'un besoin. Et aujourd'hui, moi, j'ai travaillé longtemps dans les systèmes d'information dédiés aux ressources humaines. Et vous avez ça aussi dans les fintech, vous avez ça dans les technologies associées à la finance, vous avez ça dans d'autres métiers. Et en fait, dans ces technologies-là, c'est plus la compétence métier, c'est-à-dire comment vous allez comprendre le métier et la façon dont vous allez paramétrer l'outil. Donc, c'est plus tellement les compétences pures informatiques, il y en a toujours, hein, et pour ça, vous n'allez jamais concurrencer les boîtes d'informatique. Mais c'est plutôt les compétences métiers, les compétences projets qu'on va rechercher par rapport à des compétences pures informatiques. Et donc, moi, ce que j'avais dit à Isabelle Carandré, c'est que je m'étais même proposé, d'ailleurs, je refais acte de candidature, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ce vernis système d'information, alors peut-être les données aujourd'hui, parce que c'est des métiers où il y a un vrai boom en France, et dans le monde, hein, après, puisque les langages sont les mêmes partout. Il y a le président Macron là, qui a mis le paquet dessus avec le logo French Tech, je ne sais pas si vous avez vu ça un peu partout. Les levées de fonds en France des grosses boîtes du digital sont les plus importantes en Europe. Et il se crée aujourd'hui plus de startups en France qu'aux États-Unis. Donc, vous avez aujourd'hui tout un terreau qui fait que ça fonctionne très très bien. Et donc, on est aujourd'hui le pays le plus attractif pour les startups en Europe. Donc tous ces éléments-là font que je pense que l'ISAFI gagnerait effectivement à mettre ce vernis système d'information, parce que ça peut ouvrir des voies qui sont assez intéressantes dans des jobs qui sont passionnants et qui sont, comme je vous ai dit, toujours innovants. Il faut toujours courir après l'innovation. Sous d'un déficit de notoriété pour intégrer un groupe face à des écoles de commerce. Oui. Dans les premiers temps d'une carrière, c'est clair qu'on passe après les grosses ESC, qu'on passe après HEC, etc. Moi, je le vois quand j'ai embauché après des gens sur Paris. Si le mec il a un CV effectivement d'une belle ESC, on a l'œil qui a été attiré. Donc ça, c'est le premier point. Et après, c'est pas les meilleurs que j'ai recrutés là-dedans. Donc les affiches, je pense que ça nous apprend pas mal la débrouille du fait qu'on souffre d'un déficit de notoriété. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se bagarre plus que les autres pour aller dégoter les beaux stages, pour aller dégoter effectivement les bons jobs dans les grosses boîtes. Alors, enfin, l'intervenante précédente a fait une carrière dans des groupes qui sont autrement plus connus que ceux où j'ai bossé. Donc, c'est un peu le contre-exemple. Mais il y a vraiment ce sujet du premier step, du premier pas qu'on va mettre effectivement dans une boîte. Je pense qu'on a un petit déficit de notoriété, mais ça nous apprend aussi la démerde. Et moi, quand je vois tous mes copains aujourd'hui qui bossent avec moi, ils sont tous dans des très grands groupes. Hein. Mon meilleur pote Tristan, avec qui on était partis tous les deux en Suède, il est chez JP Morgan à Londres. J'ai un autre copain qui est chez VP à Paris, ça se passe super bien. Enfin, j'ai d'autres potes qui sont dans des grands comptes. Donc, voilà. Et je pense que c'est aussi une culture de l'apprentissage qui est peut-être un peu plus dure chez les Asiatiques qu'ailleurs, mais que je vois, en tout cas, je considère comme une qualité aujourd'hui. Alors, j'ai eu la question du baccalauréat. Est-ce que je me rappelle encore mon bac? Oui, j'ai passé un bac éco Piomat au lycée Michelet à Marseille, avec un parcours informatique avant. Alors, moi, je pense que tout mène à tout. Les parcours purs informatiques qu'on voyait avant, effectivement, sont peut-être pas les parcours les mieux adaptés pour entrer après à l'ISAFI. Encore une fois, moi, ce qui m'a apporté quand je recrutais des gens qui venaient d'école de commerce, c'est plutôt la capacité à gérer des projets, à piloter des projets. Ça m'intéressait beaucoup. Et après, faut pas avoir peur effectivement d'être un peu technophile et mettre les mains dans la techno, parce que effectivement, ça aide à paramétrer des outils qui vont servir après aux utilisateurs. Mais c'est plutôt cette compétence-là que je cherchais, pilotage de projet, avec des pures compétences informatiques. Une fois que j'ai dit ça, les compétences informatiques peuvent être aussi intéressantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je remonte un peu. Merci beaucoup pour ce partage. Je crois que vous avez répondu à toutes les questions. Je vais rajouter juste un petit complément sur la notoriété. Oui. Faut savoir que, aussi, je vais dire ça pour ceux qui veulent postuler, l'année dernière, par exemple, il y avait 1200 candidatures pour une centaine de places.
Donc, c'est une filière qui est quand même assez demandée, même si quand on ressort, il y a un petit manque de notoriété. Mais je pense que ça va en s'améliorant. Ok. C'est un constat qu'on faisait avec des copains. Mais après, encore une fois, moi, je l'ai plutôt vécu ça comme une opportunité que comme une contrainte. Donc, évolution du monde digital. Alors, effectivement, l'enjeu principal, et après, ce sera peut-être la dernière question, je regarde les timekeepers là, pour savoir quand c'est qu'ils vont couper. Effectivement, c'est les entreprises classiques qu'il faut aider à transformer. Nous, on travaille quasiment qu'avec des entreprises du CAC 40. En fait, elles ont des enjeux énormes de change, de transformation de leur modèle vers des modèles beaucoup plus digitaux. On le voit avec la banque, les applis aujourd'hui qu'on a sur nos téléphones et tout un tas de sujets qu'on veut dématérialiser. Et ces enjeux-là sont gigantesques pour les grands groupes. Et les entreprises digitales sont au contraire là pour les aider à réaliser cette transformation. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé votre vécu et vos expériences. C'est très enrichissant. Je vais passer la main au dernier intervenant. Il a été rapide. C'est le dernier intervenant, c'est Monsieur Laurent Garcia qui est responsable marketing. Bonjour. Donc, je ne sais pas si vous me voyez, moi je ne vois pas l'écran. Alors, je m'appelle Laurent Garcia, j'ai 46 ans. J'ai rejoint l'ISAFI dans la 4e promotion en 1996. Donc, c'était il y a 25 ans maintenant. Je pense que la plupart d'entre vous n'étaient peut-être pas nés. J'ai été diplômé en 1999 voilà. Alors, juste un petit peu en introduction pour me présenter un petit peu, parce que moi, je suis un friand de tout ce qui touche les barrières mentales. Donc, je voudrais en profiter pour vous donner un petit peu des informations avant l'ISAFI. Donc voilà, je suis né dans les quartiers du nord de Marseille, donc je suis vraiment un résident local. Je viens d'une famille qui n'est pas une famille qui a fait des études, puisque j'ai été le premier à dépasser le baccalauréat. Donc, ni mon frère ni mes parents n'ont su dépasser ça. Voilà, donc par rapport à d'autres de mes camarades avec qui je travaille aujourd'hui, moi, j'ai pas eu forcément une famille qui a su m'aider dans cette passe de ma vie. Et donc, en fait, j'ai commencé à me construire seul assez jeune et assez tôt. Pour moi, quand j'étais à l'université, donc j'ai passé un bac scientifique, je suis rentré en première année de DugMIAS, mathématiques, informatique appliquée aux sciences, dans laquelle, en fait, je me suis retrouvé très vite en décalage et je me suis retrouvé très vite à avoir compris que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, je n'ai pas continué dans cette voie. Donc, mes parents m'ont contraint à terminer l'année, ce qui a vraiment été une chance pour moi parce que le programme de mathématiques était très, très fort. Donc, quand j'ai arrêté et pour rejoindre l'université d'économie, je me suis retrouvé en première année d'économie qui peut être vécue pour certains comme une filiale difficile en sciences, très à l'aise, et j'ai eu d'excellentes notes en première année qui m'ont beaucoup aidé pour le dossier d'admission à l'ISAFI. À la fin de la première année, j'ai découvert vraiment presque par hasard l'ISAFI et j'ai vraiment été séduit par le programme parce que je cherchais vraiment une formation professionnalisante. Je voulais trouver quelque chose qui soit plus pratique que ce que pouvaient être les cours théoriques à l'université. Et j'ai vraiment été séduit par le concept des stages, par le concept des matières vraiment orientées vers l'entreprise. Et l'international. Alors, je dois dire que quand j'ai rejoint l'ISAFI, j'étais pas forcément l'international n'était pas vraiment forcément quelque chose d'important pour moi, parce que je pense que j'avais pas tout à fait conscience de ce que c'était. J'ai surtout été attiré par la partie professionnelle de la formation. Donc, à cette époque-là, l'ISAFI, c'était un IUP, un institut universitaire professionnalisé qui se passait en 3 années, après un bac+1. On y rentrait par un concours dans lequel on passait une admissibilité, une admission. Et donc, j'ai passé ces 3 années à l'ISAFI qui ont été vraiment une formation très importante pour moi. D'abord, premièrement, ce que je pense, ça a été vraiment la première fois où je me suis senti avoir un succès vraiment réel dans ce que j'entreprenais. Et j'ai adoré. C'était une formation dans laquelle on était une petite classe, en fait, en permanence ensemble. Et c'est une formation dans laquelle on travaillait beaucoup. Ça, je rejoins ce que disait Virginie. Il y avait beaucoup de travail
et qui était fait à l'ISAFI. J'ai eu la même sensation quand j'ai arrêté, en me disant que waouh, j'étais payé pour travailler moins, presque. Et du coup, moi, j'en ai vraiment gagné beaucoup de choses en confiance et en connaissance pendant ces 3 ans. La formation à l'époque changeait d'agenda toutes les semaines, donc c'était vraiment tout était organisé comme si on était en insertion dans une entreprise. J'ai fait mon stage de 3e année aux États-Unis. Donc, j'ai eu l'opportunité de partir à Los Angeles pour rejoindre une entreprise. Alors, je donne un petit tips à ceux qui écoutent et qui se disent oh, comment on fait pour trouver un stage aux États-Unis. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, et je pense que ça existe toujours, il y avait des entreprises qui faisaient du recrutement en France pour des entreprises américaines. Et donc, j'ai trouvé ces informations en cherchant un petit peu sur Internet ou sur les différentes sources qui étaient, parce que je voulais vraiment partir faire un stage aux États-Unis. Et j'ai trouvé cette opportunité. Donc, j'ai postulé à plusieurs d'entre elles. Et une a retenu mon dossier à Montpellier. Je suis allé y passer un certain nombre d'entretiens, des tests psychologiques aussi. Et in fine, mon dossier a été retenu. Et donc, j'ai pu attirer une entreprise américaine et partir à Los Angeles. Donc, j'ai fait ce stage et qui a été la conclusion de l'ISAFI pour moi. Je suis revenu en France 6 mois plus tard, donc je suis resté 6 mois aux États-Unis. Et moi, j'ai décidé de faire une 5e année parce que je voulais, j'avais l'opportunité encore de le faire. J'étais pas forcément hyper pressé par les conditions pour commencer à travailler. Et j'ai vraiment voulu essayer de me donner 12 mois de plus pour enchérir le plus possible mon CV. Alors, j'ai fait une formation qui était spécialisée en intelligence économique, qui était un sujet à la mode à l'époque. Je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, si les formations existent, mais je l'ai fait. Alors, la formation, j'y ai passé peu de temps, je n'irai pas trop en fait de choses dessus. J'ai trouvé tellement simple après l'ISAFI que ça a été un parcours de voilà. J'ai commencé la formation un mois en retard, hein, puisque je revenais des États-Unis au mois d'octobre, donc la formation commençait au mois de septembre, ils m'ont reçu au mois d'octobre. Et dans cette formation, j'ai fait la formation à mi-temps. Donc, une partie de mon temps, je passais la formation en cours. Et une autre partie de mon temps, je passais des entretiens de recrutement. Donc, dès le mois d'octobre, je me suis lancé à corps perdu sur le marché de l'emploi. Et j'ai postulé sur une quantité d'entreprises assez importante. Avec une vision qui était de dire le jour où je trouverai l'entreprise qui me plaît, le fait de m'être préparé, de m'être testé sur des entretiens me rendra plus efficace. Donc, je voulais passer des entretiens au kilomètre. Ce que j'ai fait, j'ai passé un entretien très, très important. Il y a des entreprises dans lesquelles j'ai plaqué la porte aux dernières étapes et qui l'ont même pas compris. Je me souviens d'Otis, par exemple, dans lequel ils m'ont fait passer 8 épreuves avant de me dire qu'ils m'avaient retenu et moi de leur annoncer que j'étais pas du tout intéressé de travailler chez eux parce que c'était pas ce que je cherchais. Voilà. Et donc dans ce parcours-là, je me suis retrouvé au mois de mars, 3 mois avant la fin de mes études, à avoir 2 offres fermes. Une qui était faite par Thomson CSF, qui est devenue Thales aujourd'hui, et une qui était faite par Matra Défense, qui est devenue maintenant le groupe MBDA, qui fait partie du groupe Airbus. Et donc, j'ai décidé de rejoindre Matra Défense. Donc, pour ceux qui posaient des questions, est-ce qu'on peut rejoindre des grands groupes quand on a fait l'ISAFI? Bon, c'est peut-être effectivement moins facile que quand on a une école qui est de notoriété, mais c'est pas infaisable. Et donc, j'ai rejoint Matra Défense 3 mois avant la fin de mes études. Donc, comme Virginie et Julien, j'ai pas connu un seul jour de chômage, moi, à ce jour, dans ma carrière, touche du bois. Et donc, chez Matra Défense, j'ai pris des fonctions en tant qu'ingénieur commercial et j'ai rejoint la direction commerciale export des activités support. Et j'ai passé 5 ans de ma carrière au début à être en négociation permanente auprès de nos clients asiatiques. Et ça a été une période très, très enrichissante pour moi parce que quand on commence la négociation, c'est un exercice qui fait appel à beaucoup de ressources personnelles, gestion du stress, la capacité à savoir être force de proposition, la capacité à savoir déterminer quand est-ce qu'il est bon de lancer ses arguments, comment on peut faire pour absorber les attaques quand elles viennent, etc. Donc voilà, j'ai fait une quantité de négociations
assez importante dans différents pays. Enfin, j'ai couvert toute l'Asie, hein, le Pakistan, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, j'ai fait Singapour, enfin j'ai fait quasiment presque toute l'Asie, sauf la Chine avec laquelle nous n'avions pas de relations commerciales à l'époque. En 2004, mon responsable de département a accepté une mutation au sein de l'entreprise Eurocopter, c'était le nom de l'entreprise il y a de ça quelques années, et il a pris la direction commerciale offshore, donc la direction commerciale qui s'occupait de vendre les hélicoptères et qui alimentent les plateformes pétrolières, qui amènent le personnel de terre sur les plateformes pétrolières. Et il avait un gros projet avec une entreprise canadienne et il m'a demandé de le rejoindre. Donc j'ai quitté le groupe MBDA pour moi aussi rejoindre le groupe Eurocopter en 2004. Et donc j'ai rejoint la direction dans laquelle il travaillait. Et je me suis occupé pendant 5 ans du plus grand groupe civil du groupe Airbus Hélicoptère pour tout ce qui était l'activité du support en conditions de vol de leur flotte. C'était un client qui avait une flotte énorme, hein, puisqu'on avait près de 50 machines qui volaient chez eux. Et voilà, c'était une très très belle expérience qui m'a conduit à rentrer ma première très très grosse négociation, puisque c'est dans ce cas-là où j'ai commencé à être en première ligne de négociation sur un contrat qui a dépassé les 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, ça fait 5 millions d'euros par pourcentage d'erreur, donc bon, voilà, ça met un petit peu de pression sur la qualité du travail. Et donc, voilà, ça a été une expérience très enrichissante. À la fin de cette période-là, il y a eu un événement particulier. Donc, le groupe canadien avec qui j'avais fait toutes ces négociations a souhaité me recruter. Donc, il y a eu une période de discussion officielle puisqu'ils ont rencontré le directeur commercial de l'entreprise pour leur demander l'autorisation de me faire une proposition d'emploi. Et ils m'ont fait une offre pour que j'aille travailler chez eux au Canada. Offre que, in fine, j'ai déclinée pour des raisons personnelles. Et donc, suite à ça, je pouvais bien sûr plus continuer à travailler sur ce segment. Donc, j'ai pris d'autres fonctions au sein de l'entreprise, de facto. Je me suis occupé d'un très, très gros contrat qui avait été signé avec le Brésil. Donc, j'ai dû peut-être croiser Virginie dans les aéroports, sachant que d'ailleurs, quand je travaillais sur l'offshore, je voyageais très, très, très souvent sur 2 destinations européennes qui étaient Stavanger en Norvège et Aberdeen en Écosse. Donc, ouais, on a quelques points communs dans l'histoire. Donc, le contrat brésilien, donc ça, c'était un énorme contrat où on a fait un partenariat industriel avec le Brésil et pour lequel on a livré une flotte d'une 30aine d'aéronefs. Et donc, je me suis occupé de ce contrat, je me suis occupé du développement entre les deux entités, ce qui m'a donné l'opportunité de passer presque 50% de mon temps au Brésil. Donc, je voyageais presque 2 semaines par mois. Une fois que le contrat fut été livré, j'ai pris des postes, une fonction, j'ai fait un stage de 3 ans aux achats, où je me suis occupé d'une commodité sur des éléments d'ensemble mécanique et j'ai travaillé sur la politique make or buy d'un nouveau prototype qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais vu le jour. Et donc voilà, j'ai été en charge d'achats internationaux auprès de fournisseurs américains, anglais, français, allemands, etc. Et suite à ça, donc une fois que le prototype a été arrêté, j'ai pris d'autres fonctions au sein du groupe Airbus. Et là, depuis 3 ans, je suis responsable d'une équipe qui est en charge de faire toutes les offres commerciales et le support et le développement commercial d'une activité particulière du groupe Airbus Hélicoptère, qui est une activité de garage, dans lequel en fait les clients qui ont acheté des machines pour une mission, quand leur contrat est terminé, qu'ils le perdent, ils ont besoin de réaffecter les machines sur une autre mission. Et donc, ils ont besoin à ce moment-là que quelqu'un récupère leurs machines et les transforme pour les adapter à la nouvelle mission. Et donc, j'ai une équipe qui fait toutes les ventes et le développement commercial de cette activité. Et donc, aujourd'hui, je suis plus en première ligne, donc je rentre plus dans les négos, enfin, pas tout à fait. Des fois, quand c'est des très, très gros contrats, je suis remis en première ligne. J'ai passé un mois en Ukraine il y a 18 mois pour un très, très gros contrat que nous avions signé avec le gouvernement ukrainien.
Mais grosso modo, aujourd'hui, j'encadre mes coéquipiers et je les aide à se développer et je les aide à faire ce métier que j'ai fait moi pendant plusieurs années. Et voilà, donc aujourd'hui, on a comme client, j'ai le monde entier, donc je couvre les clients qui vont de l'ouest de l'Australie jusqu'à l'est du Canada. C'est une activité dans laquelle on est en discussion commerciale perpétuelle. Donc voilà. Grosso modo, si je résume ma carrière, ça fait donc 20 ans que je travaille, 20 ans dans le groupe Airbus, si on peut estimer que Matra Défense y est rentré, donc voilà. Et quasiment 20 ans de négociations commerciales et de négociations contractuelles pour des projets liés à l'aéronautique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon parcours. Merci beaucoup. S'il y avait vraiment complet, je pense que ça a pu être intéressant pour tout le monde. Je vois qu'il y a une petite question dans le chat. J'essaie de faire charger le chat. Malheureusement, ça bug un peu de mon côté. Je ne sais pas, peut-être si vous arrivez à la lire directement. Alors, je vais ouvrir le chat. Je l'ai. Sachant que vous avez passé beaucoup d'entretiens, avez-vous des astuces pour pouvoir être retenu par les entreprises au niveau, je pense que ça doit être des CV, des lettres de motivation, quelque chose que vous avez appris avant de faire vos entretiens? Alors, les CV, c'est difficile à dire parce que bon, on voit que ce sur quoi on a été retenu et pas ce sur quoi on a été rejeté. Donc, les CV, à l'époque, j'avais suivi un petit peu tous les conseils qui pouvaient être disponibles pour faire le CV. Et après, sur les entretiens, écoutez, je pense que déjà une chose qui est importante, c'est de réussir à avoir confiance en soi et d'être le plus naturel possible et de ne pas se rentrer dans un jeu de rôle. Parce que je pense que il faut comprendre une chose dans l'entretien, c'est que in fine, celui qui a le plus peur autour de la table, c'est pas vous en tant que candidat, c'est la personne qui recrute. Parce que si la personne recrute fait un mauvais choix, elle va se retrouver avec quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à évaluer une personne dans les 3 mois de période d'essai. Il faut vraiment que la personne fasse des erreurs importantes. Mais voilà, donc la personne qui a le plus peur, c'est le recruteur. Et donc, il faut vraiment essayer d'expliquer le plus simplement possible ce qu'on a fait et d'être assez transparent de telle manière à ce que toutes ces méfiances et toutes ces peurs puissent petit à petit disparaître et qu'il y ait un élément de confiance qui se porte sur votre candidature. Ça, c'est vraiment important. Et je crois que si on ne réalise pas que finalement celui qui a le plus peur autour de la table, c'est pas vous, mais c'est l'autre, on se retrouve nous à être finalement porter cette peur qui n'est pas forcément méritée et qui n'est pas forcément fondée, et donc peut-être plus paralysé pour pouvoir exprimer, expliquer ce qu'on y est venu, ce qu'on veut faire. Alors bien entendu, règle de base, mais ça je le dis, vous avez plein de questions qui existent sur les entretiens, des questions que les recruteurs utilisent, pourquoi pensez-vous que je dois vous recruter, vous plus qu'un autre, etc. Ces questions-là, bien évidemment, vous avez sur Internet et les questions et les réponses, donc il faut s'y préparer, il faut les apprendre, il faut se les adapter, hein, parce que ça sera jamais aussi naturel que si on se les adapte, mais ça, bon, on n'a pas le droit de faire des erreurs sur ce genre de choses, hein, mais voilà. Vraiment se préparer avec ces questions type parce qu'elles tombent à tous les coups et je pense que les recruteurs aujourd'hui, ça tilte quand on n'est pas capable d'y répondre alors que finalement, il y a des caisses à outils en permanence de partout pour savoir le faire. Donc ça, il faut être prêt. Et puis surtout bien réaliser que des deux, le plus gros enjeu, il n'est pas chez vous. Voilà. Et faire en sorte que votre candidature puisse être rassurante pour celui qui est en train de faire le choix. Parce qu'in fine, il a besoin d'être rassuré sur sa décision. Ouais. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. On va prendre les 2 dernières questions qui sont déjà dans le chat et on ne pourra pas en prendre plus malheureusement parce qu'on est limité au niveau de temps. Il y a une question qui demande à propos de votre stage que vous avez fait aux USA. Quelles sont les différences notables que vous avez pu voir par rapport à la France et qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Alors, la différence notable qu'il y a entre les USA et la France, ça se joue surtout sur la confiance que les gens se font les uns les autres. En fait, aux États-Unis, les licenciements sont très faciles. Donc, le don de confiance est aussi très facile, en fait, parce que, comme je le vous disais tout à l'heure, dans le système français, le recruteur est finalement celui qui
porte le plus gros risque des deux. Dans le système américain, c'est un petit peu inversé parce qu'en fait, finalement, vous pouvez prendre quelqu'un, l'accueillir dans votre organisation, et si au bout de 4 mois, pour des raisons d'ailleurs sur lesquelles vous n'avez même pas vous justifier, vous avez finalement plus envie de travailler avec cette personne, vous mettez un terme au contrat et on n'en parle plus. Et donc, du coup, en fait, ça libère complètement le jeu et les relations dans l'entreprise. Et ce que je pourrais dire par rapport entre les États-Unis et la France, c'est que la vie dans l'entreprise, elle est moins codifiée et elle est plus libre et elle est plus attachée à la performance réelle des gens plutôt qu'à toute une série de codes que l'on peut trouver des fois malheureusement dans les entreprises françaises. Après, une autre chose, bon, j'ai travaillé 6 mois avec les Américains. Moi, quand je suis parti de France aux États-Unis, j'étais comme tout le monde. Les États-Unis, c'était l'Eldorado. Enfin, on regardait les séries américaines, etc. Bon, j'ai pas été éberlué par le niveau des Américains. Et là aussi, c'est pareil. Je parlais de prison mentale en début de mon intervention. Bon, très honnêtement, le niveau de nos formations sont plutôt bons. On a certaines approches un petit peu différentes parce qu'ils sont beaucoup plus directs à l'action que nous. Nous, on a une tendance à vouloir étudier avant d'agir, et eux, ils ont cette tendance d'agir et d'agir vite et d'apprendre de leur action et de corriger leur action. Donc ça, c'était vraiment intéressant à apprendre. C'est une autre façon d'approcher les choses. Mais bon, grosso modo, bon, je me suis pas senti être le petit Français à qui on allait expliquer le monde, quoi. Super, on a une dernière question et après on va passer à autre chose. Merci beaucoup, hein. Est-ce que vous conseillerez la filière ISAFI aux étudiants? Alors oui, et quand on veut faire du commerce international, la formation est très très appliquée. Moi, je peux dire en termes de témoignages qu'il y a beaucoup. J'ai quasiment revisité la totalité des cours dans ma carrière, puisque j'ai fait aussi des gros contrats signés à crédit. Donc j'ai fait de la négociation avec des banques. J'ai fait à 2 reprises de la négociation des lettres de crédit, dont une fois au ministère des Finances indonésien. Donc j'ai retrouvé beaucoup de cours dans mon travail. Et il y a d'ailleurs des cours où je pense que si je les regardais et je les étudiais maintenant avec mon expérience, j'en tirerais beaucoup plus profit que ce que j'en ai pu tirer profit à l'époque où j'ai été étudiant. Donc la formation, elle est vraiment très très bien, elle est vraiment très complète et la manière dont elle se déroule, elle vous apporte à la fois des briques solides en termes de connaissances et des briques solides aussi en termes de savoir-être. Là, le challenge de l'ISAFI, il ne se trouve pas sur son contenu, c'est mon point de vue, il ne se trouve pas sur son contenu éducatif, qui est à mon avis très bon. Il se trouve sur le fait que, en comparaison avec des écoles de commerce, c'est une formation qui n'a pas développé beaucoup son réseau d'anciens, et donc c'est une formation qui offrira un peu moins de main tendue et un peu moins de cooptation et de collaboration que pourraient avoir les grandes écoles, et dans lesquelles, des fois, un intervenant le disait, on peut se trouver à ce que finalement ils s'entraident plus que ce qu'on peut s'entraider. L'ISAFI, vous n'avez pas cette brique-là, donc tout ce que vous créez, vous le créez avec votre énergie et avec votre envie, votre savoir-faire. Mais personnellement, je trouve que le contenu éducatif était vraiment très bon. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, je pense que ça a été une réponse très claire et un partage d'expérience très enrichissant. On va passer à la suite. Merci beaucoup. Et la suite, c'est d'abord, est-ce que vous avez des questions générales? J'ai vu tout à l'heure quelqu'un a posé la question s'il pouvait passer d'une A2 informatique à une A3. Alors, c'est possible parce que c'est sur dossier, mais ça va être très compliqué. Et on peut vous renvoyer en A2 économie-gestion avant. C'est-à-dire qu'on peut vous redemander de faire une A2 en économie et gestion avant de passer en A3 directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus générales? J'ai vu s'il y avait une question sur le numerus clausus aussi. Alors, est-ce que c'est la question, est-ce qu'il y a un numerus clausus, c'est-à-dire que à la fin du master, il faut être temps pour avoir un poste? Je ne sais pas si c'est ça la question. Je crois que c'est Madame Mila Sassia. Est-ce que tu peux reformuler ta question parce que j'ai un peu du mal à la comprendre? Et si vous avez d'autres questions plus générales, c'est le moment.
Ah, du passage, ok. Et le passage de L3 MCI au master MCI, bah, vous allez être prioritaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même le dossier qui est regardé, il faut avoir validé, etc. Mais ceux qui passent de L3 MCI au master MCI, vu que c'est la continuité et que c'est un parcours de la faculté, vous allez être prioritaire. Pour avoir à la formation ISAFI, y a-t-il un nombre d'étudiants maximum retenu? Oui, c'est ça. Donc, comme on le disait, l'année dernière, il y avait 1200 personnes qui ont postulé et il n'y a eu que 100 places. Il y avait que 100 places. Donc, c'est un parcours qui est quand même assez demandé. Mais n'hésitez pas à postuler parce que quand on ne postule pas, bah, on n'a pas notre chance d'être pris. Il y a une question au niveau de la passerelle. Donc, un M1 EEM, ben, je n'ai pas la réponse directement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la question à la régie. On va passer à la suite et je te répondrai à la fin, à la toute fin de la conférence. Alors, j'ai la réponse. J'ai la réponse du coup pour passer d'un master EMM à une passerelle M2 MCI. On peut le faire du coup, mais c'est sur dossier. Et du coup, ce sera selon ton dossier, est-ce que tu seras accepté ou pas en Master 2? Parce que oui, du coup, on peut passer de Master 1 à Master 2 ou de L3 éco-gestion, du coup, non MCI, non MASIA à MCI juste après. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci Mourad de la régie qui a été très rapide et très efficace. Donc, si vous avez des questions qui vont vous venir par la suite, vous pourrez nous les poser sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux. Il va y avoir un petit message qui va être envoyé avec tous nos réseaux sociaux dans le chat. Et pour ceux qui nous regardent de YouTube, dans la barre d'infos, la description et en premier message épinglé. Je crois qu'il y a encore une question qui a été posée, des questions sur le TOEIC. J'ai passé le TOEIC ce matin. Je ferais mieux d'attendre d'avoir mes résultats pour postuler sur e-candidat. Oui, c'est un plus le TOEIC. Et des fois même, c'est obligatoire selon quelle filière vous venez. Donc, attendez d'avoir vos résultats du TOEIC pour postuler. Après, vous pouvez vous inscrire sur e-candidat, mettre les pièces jointes et attendre pour envoyer le dossier parce que la date limite, on vous a dit, c'était le 30 avril. Donc, vous pouvez quand même vous inscrire sur e-candidat et modifier le dossier par la suite avant le 30 avril. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Écoutez, on s'approche vers la fin de cette conférence. J'ai l'impression qu'on a réussi à répondre à peu près toutes les questions. Donc, on va passer au moment des remerciements. Donc, il y a pas mal de personnes à remercier pour cette conférence. Déjà, je vais commencer par remercier les intervenants qui ont pris du temps pour venir nous expliquer leur parcours avec bienveillance et faire un partage d'expérience. Aussi, toutes les personnes, anciens élèves qu'on a contactés, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui nous ont répondu, qui nous ont donné des informations. Ça a été très important et pour nous pour faire cette conférence. On va aussi remercier la faculté d'économie et gestion Aix-Marseille qui nous a mis en avant et qui nous a permis de contacter de nombreuses personnes. Il y a aussi Madame Meigne en particulier qui nous a répondu assez rapidement et aussi Madame Rollet qui nous a aidé tout au long de la préparation de cette conférence et qui nous a aussi permis de contacter des anciens étudiants. Et pour finir, merci à vous de votre présence aujourd'hui. Ce fut un plaisir. N'hésitez pas, j'ai perdu la caméra. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous avez des questions qui vont venir par la suite, qui vous reviennent. Et on risque de vous envoyer un petit mail avec un questionnaire de quelques questions. Ça vous mettra 3 minutes à y répondre. Si vous pouvez, ça nous ferait plaisir que vous y répondrez et ça nous aiderait beaucoup. En vous souhaitant une bonne journée et merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous.